Merci d'être venu pour un Rex qui concerne la mise en place d'une software factory dans le groupe Chantel. Alors, ce n'est pas uniquement sur la plateforme e-commerce. Aujourd'hui, ça s'étend pour tout le groupe de lingerie, parce qu'évidemment, Chantel Lingerie, donc c'est une entreprise familiale qui a un petit peu plus de 130 ans aujourd'hui. C'est le leader de la lingerie française dans le monde. Il y a plusieurs marques, il y en a 6. Certaines sont issues de rachats, certaines sont des marques historiques françaises. Il y a plusieurs centaines de boutiques en nom propre à l'international, aussi bien aux US que pays nordiques, donc Pays-Bas et Danemark. Il y a des ouvertures au Koweït avec un nouveau concept store qui s'appelle CL. On a une présence sur le marché du retail. Donc là, c'est la vente au détail, mais aussi sur du wholesale, la vente en gros. Donc Chantel est capable aujourd'hui de faire aussi bien du B2B que du B2C. On est évidemment actif à l'international puisqu'on a nos boutiques en nom propre un petit peu partout, avec des entités qui restent très indépendantes en termes de techno, de déploiement et de business, comme en Italie, aux US, le Koweït, les Pays-Bas, le Danemark dont j'ai parlé, et puis l'Allemagne. On a aussi, donc, au sujet de l'Allemagne, on a une structure qui s'appelle le Digital Lab, qui représente les éditions numériques du groupe Chantel, principalement les plateformes e-commerce. Le Digital Lab est issu d'un rachat d'il y a 4 ans, qui était à l'origine une start-up qui s'appelait Édition Lingerie et qui est basée à Berlin. Et une chose qu'il faut souligner pour Chantel, c'est qu'il y a une parfaite maîtrise du supply chain. Chantel reste maître du design de ses produits jusqu'à la vente de toute la chaîne, toute l'infrastructure. Donc aussi bien sur la prise de commande, la gestion des commandes, que la gestion des entrepôts, la gestion des ressources, le click and collect, le pick store et ainsi de suite. Du coup, pour parler de Software Factory, je suis arrivé il y a un petit peu plus d'1 an chez Chantel. L'objectif de mon arrivée était de mettre en place certains process d'industrialisation au niveau des plateformes e-commerce. Ce qui s'est passé, comme je l'ai dit juste avant, c'est que Édition Lingerie a été rachetée, c'est devenu le Digital Lab, et une entreprise qui était composée d'une quinzaine de personnes qui faisait du chiffre réellement, qui fonctionnait, qui avait un véritable produit, qui fonctionnait en mode projet. On lui a dit, c'est bien, on vous rachète, vous intégrez le groupe, on va gagner du temps, on capitalise et on investit sur vous, mais maintenant vous n'allez pas gérer une plateforme e-commerce, vous allez en gérer à peu près une douzaine. Donc on part d'une plateforme e-commerce à une douzaine, et on se retrouve à ce moment-là avec une nécessité d'industrialiser les différents process. Alors on a des équipes Ops et Dev qui n'avaient pas trop l'habitude de travailler ensemble en véritable silo, c'est un mode qu'on a essayé de casser. Du coup, il y a eu des efforts qui ont été faits côté Ops et Dev, mais on avait encore des sources de friction assez importantes en termes de sécurité, des pannes système. On n'avait pas de patch management à l'époque, pas de monitoring à proprement parler. Alors pour la panne système, à titre d'exemple, ça peut représenter le downtime d'une solution de paiement pendant des ventes privées. Ça dure 3 jours, c'est au mois de juin. Ça représente un certain chiffre dans l'année, et vous arrivez un matin et en fait vous n'avez plus de solution de paiement. Et ce qui se passe, c'est que comme on n'a pas non plus de stratégie de développement à proprement parler, on n'a pas de design for failure, vous n'avez plus votre solution de paiement, vous n'avez plus le site. C'est pas que l'expérience utilisateur va être dégradée, c'est que vous lui collez une grosse 500 quand il arrive. Et là, c'est difficilement négociable. Du coup, ça entraîne aussi des problématiques de confiance vis-à-vis du métier. On a aussi bien, comme je le disais, des indispos des plateformes. On a des besoins qui ne sont pas forcément toujours étudiés et on n'a pas toujours de réponse apportée aux besoins. En termes de développement, je parlais des stratégies de développement juste avant. Avec le Design for Failure, il y a des stratégies qui avaient été mises en place, mais on était parti à la base sur un seul projet qui était Édition Lingerie. Ces stratégies, ils ont essayé de les démultiplier pour chaque projet, mais chacun l'a fait dans son coin. Donc on s'est retrouvé avec un fork de la stratégie originelle, mais impossible de remerger par la suite. Donc on n'avait pas de stratégie de log. Il faut savoir qu'il y a, sur certains produits, il y avait par exemple du New Relic qui était mis en place. Sur d'autres produits, on avait du log Apache. Sur d'autres produits encore, on n'avait pas de log, tout simplement. Impossible de faire de la corrélation dans les logs pour suivre une transaction. C'est quelque chose qui n'était pas du tout pratiqué. Au niveau du management de source code, alors l'outil original, c'est du Bitbucket. Seulement, en termes de Git flow, il y avait tout. Et je ne vais pas dire n'importe quoi, chaque solution avait été étudiée, mais il y avait absolument tout. Et comme je disais aussi, on n'avait pas de design for failure. Les pratiques de test étaient... voilà, il y a le fameux tester, c'est douter. Ce n'est pas une légende, c'est quelque chose qu'on m'a répondu en fait à Berlin, en me disant tester, c'est douter, et en plus, ça fait perdre du temps. À titre d'info, en 2017, il y a eu 750 jours hommes de troubleshooting, ce qui est quand même monstrueux. Et c'est juste le troubleshooting, ce n'est pas la résolution d'incident. Et vous imaginez bien que du troubleshooting sans avoir de solution de monitoring, c'est assez paniquant.
Et puis en termes de productivité, du coup, vous doutez bien qu'avec tout ça, il n'y avait pas d'automatisation. Alors, il y avait les prémices de l'automatisation, il y avait du Ansible, mais le Ansible était déclenché à la main par un Ops qui restait derrière l'exécution de sa recette pour s'assurer que tout fonctionnait bien, et qui ensuite rebalançait un message sur Slack pour avertir les développeurs qui avaient eu un déploiement en staging. Et puis, non seulement on avait ça, et en termes de productivité, il y avait la quasi-totalité des compétences Ops qui avaient été outsourcées, principalement en Ukraine. Il faut savoir que la direction technique est totalement détachée du digital. La direction technique est basée à Cachan, au siège de Chantel, et cette DT a la compétence en termes d'Ops. Ils savent faire du GCP, de l'AWS, mais ils étaient principalement utilisés, leur temps de cerveau était utilisé réellement pour supporter le legacy et les gros services IT. On va dire que jusqu'à maintenant, ils faisaient principalement du x86 et de la S400. Voilà, donc du coup, on s'est bien rendu compte qu'on avait des problématiques de cohérence, aussi bien dans le code que dans les process, de qualité et de productivité. Donc on a étudié un dispositif. Je détaillerai un petit peu plus loin comment on l'a organisé, mais le but, c'était aussi de changer de paradigme. Enfin, c'était un but, mais c'est la solution qu'on a trouvée. Ça a été de partir sur des solutions existantes, de les adapter, les configurer, et puis de les réassembler pour répondre à nos besoins. On a orienté en fait ce dispositif sur deux streams qui sont le côté humain et le côté technique. Alors, une chose, je le dis dès maintenant, il y a quelque chose qu'on a un petit peu négligé, c'est le côté humain. Pas tant sur l'adhésion de la direction qui a vraiment soutenu sur le projet, mais c'est l'adhésion des développeurs, principalement des développeurs. Je reviendrai dessus par la suite. Donc ce qu'il fallait faire, c'était recréer du lien entre les équipes Ops et Dev afin de casser les silos. On en entend beaucoup parler. En général, c'est 2-3 mots dans une slide. On ne se rend pas compte de l'impact, pas toujours en tous les cas, de l'impact que ça peut avoir. Nous, on l'a bien senti passer. Les amener à travailler de nouveau ensemble, donc recréer des systèmes d'échange entre Cachan, Berlin et même au sein même de Berlin. Impliquer les décideurs. Donc le projet a été validé par la direction du groupe Chantel. C'est même cette direction qui a demandé s'il était possible de populer ensuite le projet, de l'étendre à tout le groupe, sur toutes les pratiques, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui viendra par la suite. Donc ce projet a été validé et surtout soutenu. Donc on a pu nous débloquer véritablement des budgets. C'est comme ça que Bastien a pu me rejoindre par la suite pour mettre en place la Software Factory. Et puis il a fallu aussi intéresser le métier à ce qu'on faisait. Pareil, le métier avait des échanges qui étaient parfois un petit peu compliqués avec les équipes techniques. Ça arrive un petit peu partout. Chantel, c'est une entreprise franco-française. Il y a de temps en temps une difficulté avec la barrière de la langue. Là, on l'a aussi bien senti passer. Donc du coup, il a fallu améliorer toute cette communication et puis faire de l'évangélisation auprès des parties prenantes au niveau métier, au niveau marketing, détailler ce qu'était la Software Factory, pourquoi on la faisait, pourquoi nous on allait la faire comme ça comparé à d'autres, et pourquoi nous ça allait fonctionner par rapport à d'autres. On s'est peut-être avancé 2-3 fois. Mais bon. Sur le côté technique, je vais passer rapidement puisqu'on détaillera. Il y a eu à mettre en place les stratégies de développement. Comme je le disais, on était en manque de stratégie de développement, des best practices qu'on va retrouver dans beaucoup d'entreprises. Je ne peux pas en vouloir aux équipes de développement aujourd'hui de ne pas avoir mis ça en place. Ils ont tout le temps la tête dans le run. On ne pense jamais au bien-être du développeur dans le sens où on se dit que si on lui donne la possibilité de développer dans de bonnes conditions, pour lui, ça pourrait lui convenir. Ce qui se passe, c'est que nos développeurs étaient totalement détachés du business. Ils n'avaient absolument aucune vue, ils ne se rendaient pas compte de l'impact qu'ils pouvaient avoir en période de solde ou en période de vente privée, par exemple. Donc, sans cette vision globale, pour eux, il n'y avait pas de logique à mettre en place certaines stratégies, en particulier la stratégie de monitoring, qui est relativement importante. Il a fallu aussi mettre en place un support des équipes Ops, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Comme je vous l'ai dit, ça travaillait en silo, c'était de l'échange de tickets dans du Jira, du Redmine ou autre, avec certains délais, des habitudes d'équipe en termes d'horaire de travail qui sont un petit peu particulières. Il y avait une absence de mise à dispo des environnements. Chantel, sur ses produits, c'est principalement du bar métal. On passe par certaines sociétés pour faire de l'infogérance. En période de solde, il faut prévenir la société 3 semaines à 4 semaines à l'avance pour qu'elle nous remonte une machine et qu'elle se prépare à faire de l'autoscaling, dans le sens où la machine va te brancher et ils vont juste cliquer pour s'assurer que ça rentre dans le ELB. On n'a pas vraiment la même définition de l'autoscaling, mais ça, du coup, ça représente un coût. Donc une des choses qu'il fallait faire, c'était mettre à dispo ces environnements aussi bien pour la prod, mais aussi pour les développeurs, qu'ils aient la possibilité de tester leur code sur un environnement qui est ISO-fonctionnel à la prod et en tous les cas le plus proche possible de la prod en termes de techno.
Et puis un point qui n'a pas du tout été négligé et qu'il fallait mettre en place, c'était des formations, principalement dans un premier temps à destination des ops. C'est peut-être une erreur de mon côté, une erreur d'analyse. Sur la mise en place des Software Factory, ce qu'on rencontre en général, c'est une véritable adhésion des développeurs. Ça va permettre d'améliorer la qualité du code, de leur redonner en fait, de la visibilité au métier. Et côté Ops, c'est vrai qu'on change les métiers. Il y a plus de réticence en général à ce changement. Là, ce qui s'est passé chez Chantel, c'est qu'on a eu totalement l'inverse. Du coup, les objectifs de la Software Factory, c'était de redonner de la cohérence. Donc sur l'utilisation des ressources, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs plateformes e-commerce. Il n'y en a quasiment aucune qui fonctionne avec les mêmes services. On a une base commune qui peut faire sourire, c'est du Magento PHP. Ce qui peut encore plus faire sourire, c'est que c'est du Magento 1.9, quelque chose qui est plus LTS, qui tourne avec du PHP 5.3, qui est loin d'être LTS. Pas de mutualisation des outils. Comme je vous l'ai dit, on avait aussi bien du New Relic que du log Apache, que pas de log du tout. Il y a eu des tentatives pour mettre du Dynatrace, ça n'a pas abouti non plus. Capitalisation de stratégie, on avait, alors, je parlais tout à l'heure des tests où il n'y avait pas de tests, c'est faux en fait. Il y a une équipe QA qui est dédiée, qui est en Ukraine, et ils sont super sympas parce qu'ils font aussi bien le QA que les tests des développeurs au niveau du code. En termes de qualité, comme on n'avait pas de solution de monitoring à proprement parler, on était incapable de mesurer la qualité de nos produits, de faire de l'analyse, et surtout, après l'analyse, de proposer des améliorations. Et sans cette possibilité d'amélioration, on n'a pas non plus la capacité à améliorer et assurer l'expérience utilisateur. En termes de productivité, je parlais de l'automatisation tout à l'heure. Il fallait absolument libérer le temps de cerveau des ops et des devs qui ont des compétences certaines, mais qui passent 100% de leur temps dans le run. Et puis la satisfaction, aussi bien la satisfaction du client final, donc qui est l'homme ou la femme qui achète chez lui, mais aussi la satisfaction des différents métiers qui composent Chantel. Ça va aussi bien des designers qu'aux coloristes, qu'aux équipes marketing, que les équipes merch, les architectes des boutiques et ainsi de suite. Voilà, on avait besoin de leur redonner de nouveau de la satisfaction et surtout de regagner plutôt leur confiance. Je parlais des 4 streams au tout début de la Software Factory. Là, on s'attardera par la suite surtout sur 2 streams qui sont l'automatisation et la sécurité. Il y a le premier stream, c'est l'agile. C'est quelque chose qu'on voit depuis 7-8 ans dans tous les sens. Tout le monde fait de l'agile, plus ou moins à sa sauce. Là, le but, c'était surtout de casser en fait, l'approche rigide waterfall qu'on avait avec des cycles de release ultra longs. C'est-à-dire qu'on essaie sur des cycles de release de 6 à 9 mois. Donc il n'y a absolument rien qui bouge pendant ce temps-là, il n'y a pas de passage en prod. La légende du pousser en prod le vendredi, c'est se tirer une balle dans le pied. Nous, c'était pousser en prod 9 mois dans l'année, c'est se tirer une balle dans le pied. Voilà, donc on est revenu. On a essayé en tous les cas d'adapter des méthodos agiles. Donc on fait un mix de Scrum et de Kanban. C'est particulièrement vrai dans les projets e-commerce, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place aussi pour le projet Software Factory. Au niveau des insights, c'est simplement créer des boucles de feedback les plus courtes possibles pour capter les besoins auxquels on n'a pas apporté de réponse, aussi bien sur nos plateformes e-commerce que les besoins du métier au sein de Chantel. À chaque fois qu'il y a un besoin auquel on ne répond pas, ce sont des opportunités business qu'on colle à la trappe. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut se permettre réellement aujourd'hui avec la concurrence grandissante. L'automatisation, c'est un des 4 streams super importants qui nous permet de réduire les erreurs dans les procédés manuels. Je parlais tout à l'heure d'un ops qui faisait un clic pour faire le run d'un Ansible. C'est pas ce qu'on considère comme de l'automatisation. Et puis l'autre intérêt de l'automatisation, c'est de libérer le temps de cerveau, libérer les ressources, vraiment les exploiter au sens propre du terme sur leur cœur de métier, qu'elles soient capables de donner quelque chose qui puisse convaincre par la suite et qui portera une certaine qualité. Et puis le dernier stream qui est super important, c'est la sécurité. Et c'est la sécurité au sens large du terme. Ce n'est pas uniquement la sécurité de nos données, la sécurité de nos comptes clients, c'est la sécurité de nos plateformes. Être capable d'en faire un avantage, donc de scaler, de faire du vrai scaling, pas de l'auto-scaling à la main en attendant un go au téléphone. Et puis surtout fournir un accès à nos produits sans friction et le plus sûr possible. Et du coup, Bastien vous parlera de la mise en œuvre technique. Alors, pour la mise en œuvre, en fait, avec Amaury, on a élaboré un plan qui consistait à construire des plateformes qui auraient justement servi à faire cette partie Software Factory.
Donc on a construit 6 plateformes qui sont celles que vous voyez sur le schéma, l'orchestration de plateforme, l'artefact plateforme, container plateforme, log plateforme et build plateforme. Et bien sûr, monitoring plateforme. Le but étant que la Software Factory se met au milieu de la partie développement et de la partie run, comme on voit sur les deux aspects du tableau. Les développements étant les devs et la gestion du source code qui était gérée juste au Bitbucket. Et le run, la Software Factory, elle doit être complètement agnostique de l'endroit où on fera le run. Donc on pourrait très bien en déployer sur du Google, mais aussi sur de l'AWS, et peu importe où on veut en vérité. Aujourd'hui, on s'est focusé sur ces deux aspects, mais techniquement, il n'y a rien qui empêche aujourd'hui Software Factory de savoir fonctionner sur plus que ça. Ça, c'était pour le concept, le principe. Ensuite, dans l'implémentation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des choix de technologie. Donc, on vous expliquera un peu tout à l'heure les différentes technos qu'on a explorées, les pour et les contre. Ce qui en ressort, c'est qu'aujourd'hui, dans la version actuellement déployée en production, on a peu ou prou ça. Ça va changer dans pas très longtemps, mais Amaury en reparle un peu plus tard sur les chantiers à venir. On a fait le choix de faire de l'orchestration via du Jenkins. Connecté directement au Bitbucket, qui sert justement à déclarer les jobs de déploiement, les jobs de CI et les jobs de build. Et justement, toute cette partie build, elle est déléguée aujourd'hui via Docker, parce qu'on a adopté le format des conteneurs des Docker pour standardiser justement les déploiements. Et aujourd'hui, ils sont gérés via du Google Cloud Build. Donc aujourd'hui, notre Software Factory, comme vous pouvez le voir, elle est totalement hébergée sur GCP. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, ça n'a strictement rien à voir avec la manière dont ça va déployer les applicatifs ensuite. C'est simplement le composant Software Factory lui-même qui est déployé sur GCP. La partie conteneur, pour la partie CI et la partie build interne, voire les conteneurs de travail pour la partie test et la partie qualité, eux tournent sur du GKE, donc du Kubernetes Manager Google, et on fait du monitoring et de la collecte de logs. Donc on ne va pas forcément parler de solution pour le log et l'artefact, j'en parlerai juste après. Le monitoring, on utilise AppDynamics. AppDynamics qui va monitorer cette partie justement test, recette, mais c'est le même outil qui va monitorer aussi la partie prod plus tard. Et la partie log, elle est déléguée à Stackdriver, le seigneur de log de Google, qui va justement et permettre d'être multi-cloud et multi-provider. Donc on va remonter les logs de toutes les plateformes de production et de développement et de test dans Stackdriver. L'artefact platform, initialement le choix s'était porté sur Artifactory. On a dû revenir sur ce choix, on espérait un peu plus tard. Aujourd'hui, les artefacts, il n'y a pas de gestion de cycle de vie des artefacts, ils sont déposés simplement dans du stockage objet. Google Cloud Storage, donc des buckets, et les conteneurs registry Google. Aujourd'hui, nos artefacts sont principalement là-dedans. Ça bougera peut-être à l'avenir. Amaury en parlera peut-être. Sûrement même, ouais. Sûrement à l'avenir, voilà. Du coup, si on reprend la stack techno et comment ça fonctionne au sens direct. On a ici toutes les technos qu'on va vous détailler un peu plus tard. Juste au niveau de la partie implémentation, comment ça se passe. On a une Software Factory, la SF Prod, qui est le cluster qui sert justement au développement, et une NSF intégration qui sert pour nous en tant que créateurs de la Software Factory pour justement faire les tests d'évolution, les modifications dessus. Donc sachant que notre propre développement en tant que créateur de Software Factory ne peut pas être la plateforme de production des développeurs, parce que par définition, sinon sur la case, eux du coup, c'est leur prod. Donc en fait, on a splitté ça en deux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a des clusters GKE dans lesquels on utilise Istio et Helm. Helm pour la gestion de package, parce que du coup, on a des packages préconçus dans lesquels les images sont construites par les développeurs en matière de standardisation vont venir s'insérer. Donc ces packages Helm vont permettre justement de définir les services, définir les IP, définir les volumes qui sont utilisés, et ainsi de suite. Et la partie Istio, c'est pour avoir justement une grande souplesse d'un point de vue de la gestion du réseau, pour permettre de fonctionner avec des wildcards, pour permettre de fonctionner justement avec toutes les policies de trafic au niveau Istio, pour garder beaucoup de grande souplesse. Il y a un composant qui est très intéressant à ce niveau-là, entre justement la partie load balancing et la partie GKE, c'est l'Identity Aware Proxy. C'est un composant dans Google Cloud Platform qui est vraiment très intéressant et très, très sympa. Si vous ne l'avez jamais testé, je vous encourage vivement à le tester. C'est totalement gratuit. En fait, c'est un reverse proxy authentifiant qui du coup va venir se mettre en coupure des applications et qui va venir du coup se mettre entre les accès externes et l'accès public. C'est l'implémentation de ce qu'ils appellent le Beyond Corp. Donc en fait, on ne connaît pas le réseau externe qu'on a exposé. Par contre, on peut authentifier les utilisateurs.
Donc en gros, on va autoriser des users Google, des groupes Google, des domaines entiers à accéder. Et pourtant, si quelqu'un essaie de se connecter et qu'il n'est pas autorisé, il ne passera pas. Donc c'est vraiment bien nous pour la partie recette et pour la partie authentification, parce que comme ça on sait qui est dedans, tout en permettant un accès externe sans forcément avoir à s'embêter avec des VPN et autres joyeusetés. Au niveau stack applicatif, je ne vais pas détailler toutes les solutions qui sont là parce qu'on en parle juste après. Donc je vais avancer un petit peu plus loin. Et justement, sur ces fameux stacks applicatifs. Le choix pour l'automatisation, c'était porté sur Jenkins. Pour une principale raison, c'est que c'était déjà en place au Digital Lab de Berlin. On s'est dit qu'on allait capitaliser dessus, on mise dessus, il doit y avoir de la compétence en interne. Donc on ne va pas changer tous les outils. Ils s'en servaient pour faire en fait du refresh de cache sur différentes solutions en prod. Le Jenkins servait principalement à ça. Jenkins est correctement documenté, même voire très bien documenté. C'est un projet qui est maintenu, extensible, peut-être un petit peu trop. L'autre intérêt, c'est qu'on a différents providers pour l'authentification, ce qui nous a permis, entre autres, de continuer à utiliser l'IAP, ce qui était une très bonne nouvelle. Et puis surtout, ça nous permet de gérer du pod dans Kubernetes, solution sur laquelle on partait d'entrée de jeu. On avait étudié autre chose que du Kubernetes au tout début de projet. On s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait des super projets qui existaient, mais qu'on n'avait pas la compétence en interne. Chantel, c'est une entreprise qui fait de la lingerie. On n'est pas une boîte IT. On n'a pas vocation à le devenir de toute manière. On préfère se concentrer sur ce qu'on sait faire ou ce qu'on peut apprendre à faire et maîtriser. Au niveau du Jenkins, pour contrebalancer un petit peu tout ça, il y a une chose qu'il faut voir dans Jenkins, c'est un produit qui est relativement vieux, qui a su évoluer certes, mais on subit encore des choix qui ont été faits en termes de design et d'architecture, et c'est pas toujours très facile de s'en sortir. On a un design spaghetti. On arrive très rapidement avec une démultiplication des différents plugins qu'on peut avoir dedans, avec de temps en temps des contre-indications entre les plugins. Et puis il y a autre chose, c'est que Jenkins, par rapport à des solutions type CircleCI, Travis ou autres, c'est quand même un peu plus old school, c'est moins sexy sur le papier, mais ça fait, quoi qu'il arrive, ça fait quand même le boulot. Une chose sur laquelle je vais revenir par rapport au Digital Lab, je vous ai dit qu'on avait fait le choix de Jenkins parce que c'était déjà en place au lab. On s'est rapidement rendu compte que pour le Jenkins, ils étaient principalement utilisateurs et non pas connaisseurs ni maîtres de la solution. À titre d'info, c'est une personne de l'extérieur qui est venue mettre en place le Jenkins pour des équipes de développeurs. Voilà, donc on parlait tout à l'heure des compétences qui étaient outsourcées, on se retrouve dans ce cas-là. Okay. Sur la partie GCB. Sur la partie GCB, donc comme je vous ai dit, GCB alias Google Cloud Build. Du coup, là, effectivement, ça peut sembler bizarre qu'on ait un builder Jenkins et un builder Google Cloud Build. L'avantage de Cloud Build, c'est que c'est totalement intégré à GCP. Donc, vu que nous, notre écosystème est entièrement intégré à GCP, notamment avec l'IAP, avec les comptes utilisateurs, donc ça permettait d'avoir accès justement à remonter les logs d'un Stackdriver, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant. Ça coûte pas cher du tout, mais pour le coup, ça coûte vraiment rien. Je crois qu'en natif, on a 120 minutes de build gratuite par jour. Ouais. Donc, ça coûte pas grand-chose non plus. Ça coûte pas grand-chose non plus. C'est complètement isolé. Pour ceux qui étaient tout à l'heure avec moi sur le slot Knative, en fait, la manière que le build fonctionne, c'est très très proche de Knative. Je soupçonnerais même que ce soit un Knative derrière pour fonctionner. Chaque step de build correspond à un conteneur. Et on peut définir justement comment chaque step fonctionne. Et chaque step peut appeler un conteneur différent en partageant le même workspace. Donc c'est assez intéressant. En revanche, dans les contres, c'est vraiment simpliste. Peut-être trop simpliste pour des usages évolués, surtout quand on est habitué à faire du Jenkins qui est un couteau suisse. On peut dire ce qu'on veut de Jenkins, on n'aime pas, mais néanmoins Jenkins fait énormément de choses et peut avoir beaucoup d'intégration, notamment on parle de SonarCube, notamment beaucoup de choses comme ça. Donc pour faire des intégrations un peu plus évoluées, ça peut poser des problèmes. Et puis il n'y a pas de dashboard dans Jenkins, c'est un dashboard pour des développeurs qui ne sont pas forcément très technique, ça peut sembler paradoxal, mais c'est le cas. Avoir un dashboard joli qui montre comment un pipeline fonctionne, c'est plutôt cool. On n'est pas sur du niveau de Blue Ocean avec Jenkins. Au niveau du dashboard GCB, c'est 4 gros carrés qui vont s'allumer et s'éteindre, et l'information, elle vient, c'est du polling, donc en plus, on n'est pas sur du temps réel. C'est vrai que Blue Ocean aussi, ça avait un attrait pour les développeurs et accessoirement pour les project owners. Et ça, c'était très important. C'est quelque chose qu'on a découvert par la suite, la façon dont les PO utilisaient aussi Blue Ocean. Ouais. Et enfin, le dernier truc que j'allais dire, c'est que c'est pas exposé au VPC. Le Cloud Build fonctionne en mode Edge, donc
Donc notre VPC, si on a des instances, et notamment pour nous, notre cluster GKE, si on veut pouvoir, typiquement un usage qu'on a eu, c'est on a un SonarCube qui tourne dans le cluster GKE, on veut pouvoir notifier que Cloud Build a terminé et notifier le rapport de qualité à SonarCube, on ne peut pas parce qu'en fait il est hors VPC. Donc ça, on a dû trouver des petites combines pour y arriver, et je crois qu'à la fin on a réussi en jonglant un petit peu. Bon, pas très propre, mais, jongler, mais, mais en gros ça peut être un problème de fonctionner en mode edge comme ça. Du coup, en parlant de SonarCube, ce qui nous permet clairement de tester le code quality, je pense que pas mal de gens connaissent la solution SonarCube. C'est une solution open source. Il y a une version community et une version développeur, relativement simple à intégrer. Il y a juste un binaire à exécuter qui va faire un scan des ressources, appliquer des règles dessus, extensible. On en a eu besoin pour pouvoir mettre SonarCube derrière l'IAP, justement. Il existe un plugin pour faire l'authentification Google, mais qui ne prenait pas en compte l'IAP correctement. C'est documenté, et je parlais des différents providers d'authentification, on en a fait l'expérience. Petite chose qu'on n'avait pas prévue, en fait, c'était le coût financier de SonarCube en mode payant, la licence développeur. Parce qu'en version community, en fait, SonarCube, vous le branchez sur un Git, et tout ce qu'il va être capable de faire, c'est gérer une seule branche. Si vous voulez faire du multi-branche, faire la pull request, avoir vos reporting et comparatifs totalement indépendants entre les branches, faut passer à la caisse, tout simplement. Le coût n'est pas extrêmement élevé, c'est quelques centaines de dollars par 500 000 lignes de code analysées. Mais encore une fois, quand on a construit le projet, c'est quelque chose qu'on a complètement passé à la trappe. Donc on ne l'a pas encore mis en place. Par rapport au coût aujourd'hui, je pense qu'on le mettrait en place, mais c'est quand même important à prendre en compte. Le premier retour qu'on a eu de développeurs, c'était « je ne comprends pas, je ne suis pas sur la branche master, et pourtant j'ai tous mes reports qui arrivent sur la branche, qui concernent la branche master, ça pète complètement ma stratégie de suivi d'évolution de qualité du code ». Alors sur Rapid7, le pour il est simple, on avait besoin d'une solution DAST. Il y en a plein, il n'y a pas que Rapid7. On avait quelqu'un en interne qui connaissait du monde chez Rapid7. Le bouche à oreille, ça marche toujours. Sauf qu'on s'est retrouvé très très vite assez limité. Au niveau SaaS, on n'avait pas toutes les fonctionnalités qu'on souhaitait avoir. Alors historiquement, c'est basé sur du Windows. Non pas qu'on n'aime pas Windows, mais aujourd'hui pour notre JKS, c'était un petit peu compliqué de faire du Windows. Et ce qu'on nous a expliqué, c'est que le fait de mettre en place du Linux pour les différents process allait venir, mais que ça restait historiquement du Windows. Dans le monde de la sécurité, ça restait historiquement du Windows. Ça peut faire un peu sourire, mais en tous les cas, c'est un argument qui est déployé par Rapid7. Et puis au niveau des API, on était super limité pour récupérer du reporting, gérer des accès aux API. Tout ça, on ne pouvait pas le faire de manière simple, voire pas du tout. Donc pour l'instant, le Rapid7, c'est quelque chose qu'on a complètement mis de côté. On ne le trouve ni dans le CI, ni dans le CD. Au niveau des runtime, comme j'expliquais tout à l'heure, on a fait le choix de partir sur GKE parce qu'on était en full Docker et qu'on voulait pouvoir déployer des images Docker et transporter des images Docker d'un cloud provider à l'autre, voire carrément d'un cluster à l'autre. C'est l'avantage de GKE, c'est Google Kubernetes Engine. C'est vraiment pour le coup top. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont testé différents orchestrateurs de Kubernetes managés. Moi, j'en suis quand même un petit 4 ou 5. Honnêtement, je ne vois pas mieux que GKE. Ça fonctionne hyper bien, c'est hyper packagé, c'est hyper up-to-date. Enfin, pour moi, c'est mieux. C'est mon propre jugement. Je reconnais qu'il y a des gens en avis différents. Mais c'est vrai que pour le coup, là, ça s'est un peu imposé comme une évidence dans la mesure où on va faire du conteneur. On voulait un cluster GKE. C'est vachement souple et vachement stable. Ça, c'est indéniable. On a fait plusieurs upgrades, plusieurs évolutions. On a retiré des composants, rajouté. Enfin, c'est marché très très bien. Le problème qu'on a eu en revanche, c'est qu'il y a peu de compétences en Kubernetes. Donc on a dû masquer toute la partie Kubernetes de manière à ce qu'elle soit complètement transparente et que les développeurs, même certains ops, n'aient pas à y toucher parce que, quoi qu'on en dise, savoir faire du Docker, c'est pas savoir faire du Kubernetes, c'est des compétences qui sont un peu plus spécifiques. Donc pour l'usage qu'on en avait, sachant que ça ne présupposait pas de la manière dont ça allait tourner ensuite, d'ailleurs on sait qu'on a ensuite des images qui ont été buildées via Kubernetes qui tournent dans de l'ECS sur Amazon, on ne voulait pas investir trop massivement sur dévoiler les couches basses de GKE. Pour la partie Cloud Function, on en a besoin pour certains aspects, notamment un des aspects principaux que nous sommes confrontés au début. Oui, parce qu'en fait,
on n'a pas demandé aux développeurs dans un premier temps de créer les pipelines Jenkins. Il n'y avait pas le temps, encore une fois, il n'y avait pas le temps de côté développeur d'acquérir la compétence pour créer les pipelines. Donc on a créé une petite couche d'indirection. On demande simplement aux développeurs d'intégrer un JSON dans leur repo Git, un par branche. Et ce JSON va simplement nous décrire très succinctement des steps à réaliser, le step de test unitaire, le step de test fonctionnel, end-to-end, comment appeler l'inter du code. On est dans un environnement conteneurisé, donc on leur demande quelle est l'image de base à utiliser de leur côté, l'environnement qui doit être, alors les variables d'environnement qui doivent être définies pour le run de cette image. Et ça, on le fait aussi bien pour la phase de test que la phase de prod. Cette indirection, on l'a créée, elle est documentée, c'est pas compliqué, du JSON, tout le monde ou presque sait en faire. Ce qui se passe, c'est que on a créé avec cette indirection une nouvelle couche. Pour pouvoir l'exploiter, il a fallu qu'on mette en place des Cloud Functions. Quand on a du code qui est poussé, il est récupéré, il y a une Cloud Function qui est appelée, il y a un payload qui lui est passé, le payload c'est ce JSON, qui lui va ensuite générer un petit fichier qui s'appelle Cloud Build, qui est le descripteur des différents steps qui vont être runnés dans GCB. Donc on a rajouté avec ce JSON une nouvelle couche qui est la Cloud Function et qui du coup nécessite un coût en plus à maintenir, donc maintenir, faire évoluer, et surtout c'est une techno en plus à apprendre, à faire comprendre aux équipes de développeurs et aux équipes Ops. Aujourd'hui, on ne repartirait pas sur cette solution. Dans la nouvelle version, alors dans l'évolution de la Software Factory, on a squeezé cette partie Cloud Function, pas complètement. On a gardé une partie Cloud Function pour une chose bien particulière, on va en parler après. Mais aujourd'hui, tout ce travail avec le JSON qui est effectué, il est effectué dans le pipeline Jenkins avec du Groovy, qui est un langage qui est super accessible, qui existe depuis un petit paquet d'années. C'est de la dot notation, très proche de spec ECMA, donc avec des développeurs qui font du Node. Voilà, c'est quelque chose qui est relativement accessible. L'autre chose dont on en a eu besoin en Cloud Function, c'est simplement pour un problème de sécurité. C'est comme on vous l'expliquait tout à l'heure, en fait, devant notre cluster Kubernetes et entre le reste du monde, on a l'IAP. L'IAP qui va protéger les users, protéger les accès. Ça, c'est super bien, seulement ça peut poser quelques petits problèmes, notamment lorsqu'on a besoin d'avoir un flux technique qui passe justement jusqu'au Jenkins. Donc dans ce cas-là, jusqu'au Jenkins ou même au Bitbucket, quoi. Typiquement, le use case, c'est on a Bitbucket qui est en SaaS, qui est une pull request qui est déclenchée. Il faut bien que la pull request aille atteindre le Jenkins qui, lui, est protégé en sphère privée. Pour passer l'IAP, il faut bien qu'il s'authentifie lui-même via un compte de service. Et donc pour ça, on a dû créer une Cloud Function qui va s'authentifier en hôte, justement, permettre de faire ça. On a rencontré un... Ouais. Avec Bitbucket, en fait, on n'est pas capable de s'authentifier auprès du service de l'IAP. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les triggers qui vont être déclenchés par Bitbucket, ce sont au final des Cloud Functions qui sont appelés et autorisés au travers d'une clé. Et c'est ensuite, comme l'a dit Bastien, c'est la Cloud Function qui va jouer l'authentification IAP et faire proxy du payload qui avait été envoyé par Bitbucket au Jenkins. Ça peut paraître simple à mettre en place, mais on s'est vraiment cassé la tête à chercher d'abord comment faire pour passer l'IAP, essayer de whitelister le Bitbucket. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc du coup, je vous parlais des Cloud Functions qu'on était en train de sortir au fur et à mesure. Celle-ci, on n'a pas encore de solution réellement. Une solution pourrait être de plutôt sortir Bitbucket en fait. Ça n'a pas forcément un coût supérieur, mais c'est pour parler avec les équipes de développeurs. Côté équipe Ops, ils sont déjà convaincus. Donc voilà, on travaille dessus avec les devs pour le moment. Sachant que l'IAP, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment conçu pour les utilisateurs pour accéder, quoi. Ça marche aussi pour les flux techniques, mais c'est pas le seul. C'est pas le but jusqu'à ce premier. L'IAP, si vous avez un exemple, c'est typiquement la manière d'authentification Google quand vous connectez à votre Gmail, à votre YouTube et autres, c'est la même chose, quoi. C'est les mêmes serveurs, c'est les mêmes front-end qui servent à faire ça. Pour continuer justement là, le fameux Bitbucket, c'est la transition magique qui aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça en place au Digital Lab. Voilà. C'est le seul point positif qu'on a trouvé à Bitbucket, c'est que c'était déjà en place. Non, Bitbucket, ça fait quand même pas mal de choses. Il faut bien avouer que ça, c'est un vrai gestionnaire de repository. Je ne le comparerai pas à des gestionnaires techniques comme peuvent être AWS Code Commit ou son pendant côté Google Cloud. Parce que pour moi, sur ce genre de choses, il n'y a pas de gestion des pull requests, pas de gestion des users, pas de gestion des issues. Ça, c'est un vrai qui peut faire beaucoup de choses. Mais néanmoins,
on a vraiment souffert du manque de clés d'authentification, du manque de souplesse en fait souplesse, de ouais. Bitbucket. On n'a pas toute la logique applicative qu'on peut retrouver dans GitHub qui évolue énormément. Même depuis que c'est Microsoft, ça évolue super bien. On n'a pas tout ce côté pratique. Et il faut savoir aussi qu'au DLab, c'est une suite Atlassian qui est utilisée. Donc on a du Jira, du Confluence et forcément du Bitbucket. C'était la solution de facilité. Aujourd'hui, l'utilisation qu'on a de Bitbucket, pour moi, elle est proche d'un Google Source Code, très clairement. On va pas tellement plus loin. Il y a effectivement une utilisation des pull requests, mais ça va pas plus loin. Donc on peut vraiment se poser la question de savoir si c'est nécessaire de continuer à investir sur comment intégrer le Bitbucket dans notre usine logicielle. L'autre chose aussi, pour la gestion de nos artefacts, on était parti la fleur au canon. Voilà, on se disait Artifactory, c'est génial. Solution que personnellement j'ai déjà utilisée auparavant, qui existe en SaaS on-prem et qui répond réellement aux besoins, qui est capable de gérer plusieurs types d'artefacts, aussi bien de l'image Docker que du module Node, que du jar dans un écosystème JVM. Une chose qu'on n'avait pas pris en compte, en fait, c'était le coût, tout simplement. On n'avait pas pris en compte le prix de la solution. Ça nous a bloqué. Donc aujourd'hui, comme on a dit, les artefacts, ils sont sur du storage GCP et puis du registre qui est aussi sur Google. On a quelques modules qui sont committés sur un registre public NPM pour du Node.js. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'écosystème open source chez Chantel. C'est pas quelque chose qui est sponsorisé pour l'entreprise. Le légal n'a pas été intéressé en fait à la pratique de l'open source au sein de l'entreprise et on a des développeurs qui, par facilité, ont publié du code source qui appartient à Chantel. Alors, il n'y a rien de touchy dans ce code source, ça ne crée pas de brèche en termes de sécurité, mais c'est du matériel qui appartient à Chantel, c'est l'image de Chantel et ça donne aussi accessoirement des infos sur qui est développeur chez Chantel avec les mails internes et ainsi de suite. Donc, c'est une pratique qu'on décourage réellement. Encore une fois, aujourd'hui, si on était sur du GitHub, on ne se poserait pas la question pour NPM. Le registre privé a été sorti par GitHub il y a quelques semaines, ça fonctionne carrément bien. Voilà, donc c'est quelque chose qui pousse encore dans notre sens pour pouvoir déplacer le source code vers GitHub. Ok, maintenant sur la partie monitoring, comme on a dit, on a Stackdriver et AppDynamics. Stackdriver, c'était historiquement une société qui a été rachetée par Google pour justement gérer cette partie monitoring. Historiquement, Stackdriver gérait que AWS et finalement aujourd'hui, Stackdriver gère AWS et Google. Et même, il peut gérer même autre chose. C'est plutôt bien intégré, ça fonctionne bien. Maintenant, on ne s'en sert pas nous au premier titre pour la partie monitoring parce qu'on a plutôt AppDynamics pour ça, mais on met quelque chose qui remonte dedans. Donc notamment la partie cluster, la partie pod, etc. Donc c'est plutôt assez bien. Et c'est très bien intégré. Donc du coup, avec nos accès, ayant accès à l'IAP, on peut aussi avoir accès à Stackdriver, on peut aussi avoir accès, du coup on récupère les logs, etc. Donc ça gère tout de bout en bout, c'est plutôt bien. On a aussi du tracing, on a du debug qui est possible, même si on ne s'en sert pas, mais on pourrait s'en servir, avoir tout ça intégré. On l'a étudié, finalement on l'a pas fait. Par contre, le problème Stackdriver, c'est qu'au-delà, c'est une version gratuite, mais au-delà de la version gratuite, ça devient assez cher, assez vite. Le pricing a changé il y a un an, j'allais dire récemment, mais en fait il y a un an. Ça reste assez cher parce que c'est une solution qui est de plus en plus mature, de plus en plus de choses. Et voilà, et les dashboarding, moi, me pose problème parce que c'est trop custom et c'est pas assez évolué pour ce qu'on aura besoin de faire afin d'ouvrir accès ça à une prod et pour être vraiment exploitable, quoi. Il ne faut pas s'attendre à avoir un ELK avec Stackdriver réellement. Parlons côté monitoring, en fait, il y a une solution qui a été choisie un petit peu de facto, c'est AppDynamics, qui est une très bonne solution. Il y a d'autres APM qui existent sur le marché. Il y a Dynatrace par exemple. L'intérêt d'AppDynamics, c'est une solution clé en main. Vous déposez votre agent sur votre machine ou dans votre source code et ça fait un petit peu tout magiquement, de la découverte de transactions, découverte de services et ainsi de suite. Le contrôleur est proposé en SaaS. Donc le contrôleur, c'est là où partent toutes les infos en fait, qui sortent de vos applicatifs et de vos machines. Les dashboards sont entièrement paramétrables, c'est super joli, le business est facilement intéressé, est capable de configurer en fait, des parcours clients tout seul, et ça c'est un gain de temps monstrueux. Le contre, c'est qu'on a eu certaines difficultés, on n'a toujours pas de solution pour des points techniques particuliers à intégrer les agents. Aujourd'hui, intégrer un agent dans du serverless, un agent AppDynamics, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas de solution. Pour des lambda, il y a une approche qui a été faite chez AWS. Pour du GCP, il y a
n'y a rien à l'heure actuelle. On a des solutions comme Dynatrace et New Relic qui savent le faire aujourd'hui. AppDynamics est un petit peu en retard dessus. L'autre problématique qu'on a, c'est pour provisionner en fait différents agents. Il faut, pour les agents EUM, End User Monitoring, il faut faire une déclaration de ces agents auprès du contrôleur. Et pour ça, il n'y a pas d'API public. Ça n'existe pas. C'est une API privée. Le conseil de AppDynamics, ça a été venez revamper l'API privée en fait. Le souci qu'on a, c'est que cette API elle peut changer du jour au lendemain. On est complètement à la merci de la roadmap de AppDynamics, roadmap sur laquelle ils ont parfois un petit peu de mal à communiquer. Et puis l'autre souci qu'on a appris au moment de passer en prod du AppDynamics, alors que c'était quand même une nécessité quand on a discuté avec AppDynamics, c'était la possibilité de récupérer les infos qui viennent de Stackdriver. On nous a dit, il n'y a pas de souci, il y a une extension, ça se fait avec une extension, l'extension existe, et ainsi de suite, sauf qu'il n'y a pas d'extension qui existe, et que la solution, en fait, c'est d'exporter les logs AppDynamics dans un bucket, de lancer une cloud function qui va aller crawler ces logs, et puis ensuite de tout pousser dans AppDynamics. On refait le travail, sachant qu'on a en plus toutes les métriques Kubernetes qui existent au sein de GKE. Il faut savoir qu'on n'était pas capable de récupérer ces métriques avec AppDynamics. Il fallait qu'on installe un agent sur notre master GKE. Du coup, pour la partie Network Security, on va accélérer, on arrive bientôt au bout. Il y a beaucoup de choses à dire. Security, rapidement, on a choisi Istio, comme je le dis, parce qu'on a beaucoup de souplesse dans le réseau. On peut facilement gérer les applications avec. C'était vraiment un bon choix, l'absolu, on ne le regrette pas. Par contre, on a eu des petits soucis parce qu'à l'époque, tu encore très jeune. À l'époque, on a fait les premiers déploiements étaient en 1.03, je crois, ou 1.02. Ça bouge beaucoup et ça a pas mal eu des impacts en termes de sécurité. On a eu un petit problème au niveau des race conditions, des fois que le sidecar qui démarrait pas assez vite, du coup les heal checks, on considérait que le pod était en échec, donc quand il tombait, etc. Et des fois on avait des pods qui redémarraient peut-être 10-15 fois avant enfin que les deux, par magie, démarrent au bon moment simultanément, quoi. Pour l'IAP, comme je vous ai dit, ce qui est bien, c'est qu'on est en full G Suite au niveau Chantel, donc tout est nativement intégré avec les comptes Google. Ça protège vraiment efficacement les backends, donc on peut avoir un réseau totalement privé. Et par contre, les problèmes qu'on a eu, c'est qu'à l'époque, c'était très très compliqué d'activer un IAC. Ça s'activait très bien dans l'interface. Par contre, c'était pas vraiment conçu pour être activé dans l'IAC avec du Terraform ou avec même ne serait-ce qu'une API publique, ça n'existait pas. Enfin, c'était masqué aussi. Aujourd'hui, beaucoup moins. On peut l'activer aujourd'hui avec les load balancers Google, mais ça reste un peu masqué. Et le gros problème qu'on a eu, c'est que dans Google, il n'y a pas d'API pour gérer les identifiants. Quand on veut gérer les identifiants pour des sites web, pour des mobiles, ou même pour l'identifiant de par l'IAP, on est obligé de passer dans l'interface. Il n'y a pas d'API qui n'existe pour ça. Ou tout du moins pas d'API public. Donc voilà, c'est une issue qui est ouverte depuis 3 ans chez Google. Donc si vous voulez aller mettre un petit star sur GitHub, sentez-vous libre. Pour terminer sur, je crois que c'est la dernière partie au niveau de la stack techno, au niveau cloud infrastructure, on a choisi GCP AWS. C'était assez facile parce qu'il y avait déjà une adoption cloud au niveau Digital Lab et que c'était eux les premiers clients. Qui étaient déjà utilisés AWS via Rackspace en tant que broker, mais quand même AWS. On a quand même choisi GCP parce que c'était plus adapté pour notre use case. Par contre, on a eu des petits problèmes de communication intercloud parce que qui dit plusieurs clouds dit qu'en fait on multiplie les problèmes. C'est pas 2 problèmes, en réalité c'est 2,5 problèmes. Donc ça on s'en est rendu compte, mais finalement ça n'a pas été trop bloquant. On a choisi Terraform pour construire tout ça, parce que c'est multicloud, c'était carrément indiqué pour nos usages, sachant qu'en plus on a une partie on-prem qui elle est avec du vSphere, et que Terraform c'est gérer le vSphere, donc on a un écosystème complet. Et le problème c'est que c'est un nouveau langage, une nouvelle pratique à adopter, quoi. À part ça s'est plutôt bien passé ces aspects-là, il n'y a pas eu trop de difficultés. Non, sachant que Terraform aujourd'hui est aussi utilisé dans le cadre de la gestion du legacy au jour le jour. Les ops ont approprié la techno et voilà, c'est une des façons dont la Software Factory a aussi aidé les ops pour le maintien du legacy. L'accueil par les développeurs et les ops en tout début de projet, ça s'est super bien passé. Tout le monde était content. On remet en place de la qualité, on va recréer de la cohérence, redonner de la satisfaction aux clients et regagner la confiance du métier et de toutes les parties prenantes. Donc voilà, la volonté d'améliorer les process, agir de manière plus moderne, avoir des stacks plus modernes, plus récentes. Ça aide aussi en termes de recrutement, ça ce qu'on a bien fait comprendre. Aujourd'hui, recruter un développeur PHP Magento, parce qu'ils se nomment ainsi eux-mêmes, sont des développeurs Magento avant d'être PHP, sur une stack 1.9 qui date de 2008.
La ressource se fait rare, on la trouve beaucoup en Ukraine. On travaille avec l'Ukraine, mais en France et à Berlin, c'est de plus en plus compliqué. Et puis la possibilité de dégager du temps aux développeurs pour se former, pour monter en compétence sur des technos, en leur donnant la possibilité d'automatiser beaucoup de choses, ça les a vraiment motivés à adopter la Software Factory. Le souci qu'on a rencontré en cours de projet, c'est qu'il y a eu pas mal de craintes sur ce qu'était la Software Factory et comment la mettre en place. Comme je le disais, on a des équipes qui passent énormément de temps dans le run. Ce n'est pas une volonté de leur part de faire que du run, mais il y a une dette technique qui s'est accumulée, qu'il va falloir résorber aujourd'hui. Et cette dette technique, elle a un véritable coût. Elle n'est pas volontaire, cette dette technique. Il répondait à un besoin à une époque, le besoin a évolué. Le problème, c'est que la solution, qui est la réponse au besoin, n'a pas évolué dans le temps. Et cette dette technique, on l'a accumulée de cette manière-là. Le manque de détachement des leads. J'avais utilisé un autre mot à la base, mais il était un petit peu limite. C'est qu'on a des leads qui nous ont expliqué pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Quand je vous parlais du détachement tout à l'heure, de l'absence de connaissance de certaines personnes dans le tech, des enjeux métiers, quand on leur explique mais pourquoi mettre en place du test ou du design for failure? Tout simplement pour éviter, ou du moins essayer de composer avec un service de paiement qui tombe pendant les ventes privées. Ça nous évitera, 1, de perdre du CA, 2, d'avoir la honte. Ces équipes-là n'avaient même pas conscience en fait, que ce service était tombé. Et puis du coup, on a eu des difficultés à définir des stratégies et puis un manque d'appropriation du sujet de la part des équipes techniques. Voilà, il y a encore des chantiers à venir, on en parlait, suppression des cloud functions, un besoin qui s'est fait sentir qui est la gestion du monorepo, et puis l'ajout du SaaS, DAST, terminer le CD. Et puis au final, les résultats, donc on a quand même quelques bonnes prises. Je vous parlais des pipelines Jenkins tout à l'heure qui étaient pas gérés par les développeurs, écrits par les développeurs. Ils sont générés, instrumentalisés grâce au JSON qu'on a créé. Ces pipelines génériques aujourd'hui sont utilisés, font de la prod. Les pratiques Ops et Dev au niveau conteneurisation, clusterisation, ça y est, on a une mutualisation de ces pratiques. On a une appropriation des technos par les équipes Ops, où là, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que les équipes Ops ont su s'approprier tout ça. Ils sont aujourd'hui beaucoup plus contents, plus à l'aise pour travailler avec des technos plus modernes. Et il y a vraiment du répondant maintenant face aux services tiers ou aux parties prenantes dans les projets. Mise en application de certaines stratégies, Gitflow, test, code quality au travers de SonarCube. Et puis SonarCube, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a les PO qui l'exploitent énormément. Alors énormément, qui l'exploitent aujourd'hui pour suivre la qualité du code et qui peuvent du coup, ils arrivent aujourd'hui avec l'habitude de l'utilisation de l'outil à pondérer en fait les estimations des développeurs. Un développeur est toujours optimiste. Voilà, grâce à SonarCube, c'est vrai que les PO arrivent à pondérer. On a encore des points de friction, l'appropriation des sujets qui est encore trop lente, et puis on a des besoins qui sont exprimés, mais qui sont extrêmement proches de la deadline. Quand on nous explique qu'on a besoin de mettre en place un nouveau stage dans un pipeline pour faire du test end-to-end sur du AWS, et que en fait c'était à faire pour la semaine dernière, et qu'on nous dit ce serait bien si vous pouviez le faire maintenant. Il y a deux choses qui choquent, c'est qu'on est prévenu au dernier moment, et la deuxième chose, c'est que les gars, vous avez les mains dessus. On vous a formé dessus aussi, n'hésitez pas à aller dedans. Mais on en revient toujours à, on n'a pas le temps. On a des nouvelles plateformes à produire, on fait encore du troubleshooting. Donc voilà, ça reste compliqué. Au final ça marche. On a réussi à finir cette factory. Et puis au fait, pour terminer, voilà qui on est, parce qu'on commence par la fin. Moi, Bastien Cadio, depuis le début, Club Builder with Scale, GDE pour Google. Et si vous avez des questions, il y a mon compte Twitter. Il y a le compte GitHub aussi, si vous voulez aller crawler un petit peu dessus. Et mon comparse. Tout pareil, je suis Amaury, je suis Head of Architecture and Digital Innovation chez Chantel. Il y a mon compte Twitter, c'est plus un compte perso, mais j'ai mis un truc pour pas que ça fasse trop vide. Et sinon, j'ai mon compte PSN. Oui, voilà. Mais il n'est pas sur le compte PSN. Voilà, merci à vous.